Bonjour Bernard. Eh bien bonjour Jean-Pierre. Voilà, bonjour à vous tous, merci d'être avec nous. Nous voilà dans Un jour, une histoire, un château. Pour cette première, je vous emmène en Haute-Loire, entre Langeac et Lavouchillac, commune de Bazas à Pérus. Sur ce site, patrimoine classé monument historique, Pérus, chapelle moyenâgeuse, en présence de Bernard Jolivet, guide conférencier qui a déjà publié plusieurs ouvrages sur les peintures du Haut-Allier. Il est également passionné par ces lieux très forts, chargés de mystère. Bernard, faites-nous découvrir cette chapelle et son histoire. Alors nous voici face à cette chapelle de Pérus, depuis le sud. On voit très nettement qu'elle est construite à même le rocher d'ailleurs qui la domine. C'est une chapelle qui a été construite au XIIe siècle. Il y en a un certain nombre dans les environs. On peut citer par exemple la chapelle de Rochegude en amont de l'Allier, ou même un peu en aval celle de Saint-Ilpise. Il y a un patrimoine quand même assez riche dans le Haut-Allier. Alors construite au XIIe siècle, cette chapelle était sans doute intégrée à un petit système castral, un petit ensemble castral, sans doute construit en bois. On a très peu de sources, mais sans doute construit en bois parce qu'on a beau fouiller, on n'a trouvé aucune fondation, rien du tout. On a mention d'une seigneurie de Pérus en 1233 dans le cartulaire de l'abbaye de Pébrac. Et puis c'est à peu près tout. Et d'ici, on voit distinctement que cette chapelle est construite, si vous voulez, en trois parties. On voit très bien l'abside orientée vers l'est, comme il se doit. Au centre, la nef, et accolée, avec un toit de tuiles, une avant-nef qu'on appelle ici ganivelle ou cactoire, on verra ça mieux tout à l'heure. Et qui est alors de construction beaucoup plus ultérieure, peut-être XVIIe ou XVIIIe siècle. Eh bien, ça y est, nous sommes à l'intérieur de la chapelle de Pérus, dans ce qu'on appelle une avant-nef, ou une ganivelle, ou un cactoire. C'est assez local comme terme. Et en fait, ce sont des lieux où les fidèles se réunissaient après l'office pour échanger les nouvelles du coin, tout simplement. C'est assez rustique. Alors ça a été rapporté au XVIIe ou XVIIIe siècle, on n'en sait rien, mais en tout cas c'est très ultérieur à la construction même de la chapelle. C'est très rustique, une calade en pierre, bien entendu, très, très rustique, et une charpente en bois. On peut imaginer, Bernard, que la calade aurait pu exister avant qu'on ait bâti cet ensemble. J'ai aucune idée pour le dire. Je ne sais pas du tout. On imagine bien donc le porche. Ah ben le porche est là. Il y a pas de problème. L'entrée de la chapelle est ici, plein cintre, voilà. Quelle époque? Pour la ganivelle, oui. J'ai dit que c'était une construction très ultérieure à la construction de la chapelle elle-même. C'est quelque chose qui a été rapporté peut-être au XVIIe, peut-être au XVIIIe. Merci, Bernard. Alors nous voici à proprement parler dans la nef de la chapelle de Pérus. C'est une nef qui a presque entièrement été reconstruite au XIIIe siècle, d'où ces témoignages déjà gothiques avec ces deux travées
en croisée d'ogives, les ogives reposant sur des colonnettes engagées, et à l'extrémité orientale de cette nef, l'arc triomphal avec ce gros tore qui repose également sur des colonnes cylindriques dotées de chapiteaux. Alors dans la nef, les chapiteaux sont sculptés, on peut apercevoir des chimères ou bien des motifs végétaux, peut-être des feuilles de vigne ici. Et là également d'autres motifs végétaux. Et puis donc voici l'abside en cul-de-four, typiquement romane, séparée de la nef donc par l'arc triomphal. Alors cette abside s'élève sur 3 arcatures qui reposent sur des colonnettes dotées de chapiteaux de style corinthien. Ces arcatures ouvrent au sud et à l'est sur 2 baies. Au nord, il y avait sans doute qu'un oculus qu'on aperçoit encore, mais tout ça a été profondément remanié par le percement d'une porte qui donne aujourd'hui sur la sacristie. Alors c'est très simple, mais ça dégage une ambiance tout à fait sereine. Il y a une grande impression de sérénité et un bel équilibre dans cette architecture toute simple. Alors le principal intérêt de cette abside, c'est son décor, cette peinture murale. Il faut dire que le Haut-Allier où nous sommes est particulièrement riche au niveau du patrimoine peint dans les églises, dans les chapelles. C'est un secteur qu'on peut délimiter à Ozon vers le nord et à Charey vers le sud, sans oublier des sites majeurs comme Brioude. Et même si ça ne fait pas tout à fait partie du secteur, ne pas oublier de citer non plus la cathédrale du Puy où les peintures murales foisonnent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce nombre tout à fait particulier de peintures murales sur un si petit périmètre a permis au Haut-Allier d'obtenir le label Pays d'Art et d'Histoire en 1998 de la part du ministère de la Culture. C'est un endroit qui est assez méconnu, mais qui attire quand même pas mal de visiteurs intéressés par ce qui se passe sur les murs peints des églises de ce secteur. Alors, ces peintures du chœur de la chapelle de Pérus ont-elles été réalisées après la reconstruction de la nef au XIIIe siècle ou bien existait-elle avant? Là-dessus, le problème reste entier, on n'a pas de réponse. Ce qu'on sait, c'est qu'elles ont été découvertes, alors c'est très classique, derrière un badigeon, vers 1965. Voilà. Alors, le décor est organisé selon 3 registres qu'on voit très nettement, délimités par des bandeaux. Au sommet de la voûte, un Christ en majesté, entouré par une mandorle presque circulaire. Alors malheureusement, le Christ a quasiment disparu. On peut distinguer sa silhouette, et on voit qu'il est assis sur un siège avec des motifs quadrilobés. Il est entouré très classiquement, selon la tradition byzantine, par la figure symbolique des 4 évangélistes. On voit distinctement l'aigle de Jean, ici. On aperçoit encore le taureau de Luc. Et puis, les pattes antérieures du lion de Marc. L'homme de Matthieu a quant à lui totalement disparu. Au registre inférieur, c'est une représentation de la dormition. C'est-à-dire, en fait, une représentation de la mort de la Vierge telle que l'ont vraiment adopté les orientaux, les chrétiens d'Orient, et qui est devenue dans le culte catholique, plus tard, l'Assomption. On ne représente pas la mort de la Vierge, mais plutôt son endormissement. Et donc ici, c'est une scène de dormition. La Vierge est allongée sur un lit en plein centre de la composition,
Derrière elle, on aperçoit des détails d'architecture qui représentent sans doute la ville de Jérusalem. Elle est vêtue d'un manteau bleu, d'une robe jaune, elle est nimbée, et derrière elle, c'est l'apôtre Pierre qui est du côté de sa tête, tandis que c'est sans doute l'apôtre Paul qui est à ses pieds. Derrière Pierre, on aperçoit la silhouette de Saint Jean, et puis déjà hors de la ville, Barthélemy, Jacob le mineur, suivi de deux autres apôtres non identifiés, et en symétrie parfaite, de l'autre côté, derrière Paul, eh bien, 5 autres apôtres, dont les 2 derniers sont à peine perceptibles, tant la peinture a été endommagée. Et derrière le lit, la silhouette que l'on voit, c'est la silhouette du Christ, nimbé également, qui porte dans ses bras un nouveau-né emmailloté qui symbolise l'âme de la Vierge, le Christ s'apprêtant à l'emmener dans le royaume des cieux. Le Christ est encadré par 2 anges qu'on voit assez nettement, en tout cas pour l'un, munis d'encensoirs. Ce sont des anges turiféraires. Et alors cette scène de la dormition, d'après un historien de l'art spécialiste des peintures murales en France, Paul Deschamps, eh bien, elle n'apparaît qu'exceptionnellement dans les églises en France. Et d'autant plus qu'ici, elle a véritablement une position triomphale au centre du chœur, au centre de l'abside. L'autre particularité, c'est que la tête de la Vierge est vers la droite, alors que traditionnellement, dans la peinture occidentale, les scènes de la dormition la représentent plutôt avec une tête vers la gauche. Ces 2 éléments permettent aux historiens de l'art d'expliquer qu'il faut plutôt aller chercher ce genre de modèle vers les chrétiens d'Orient. Il cite la Cappadoce, il cite la Géorgie, il cite l'Arménie, voire même le Haut-Karabakh dont on a parlé à l'automne dernier. Alors la question, c'est pourquoi, comment le peintre de Pérus a-t-il pu s'inspirer de traditions visiblement orientales pour représenter cette scène ici en Haute-Loire? Eh bien sans doute, en tout cas c'est une hypothèse émise, sans doute était-il en contact avec l'université du Puy-en-Velay, qui était à l'époque un centre de savoir tout à fait important, et qui entretenait des relations avec Rome qui réceptionnait énormément de savoir de la tradition orientale. C'est comme ça que peut-être cette peinture à la détrempe a été réalisée ici. En tout cas, tous ceux qui se représentent le Moyen-Âge comme une époque obscure et barbare, eh bien, devant les peintures de Pérus, ils sont confrontés une fois de plus à leur ignorance. Au contraire, les idées circulaient et le savoir également. Troisième registre, le registre inférieur. Alors là, on suit complètement les lignes de l'architecture et le décor s'inscrit dans ces lignes avec des anges qui occupent les écoinçons des arcatures. Les piliers et les chapiteaux sont peints. Les baies également. On distingue très nettement l'agneau pascal au sommet de la baie qui donne à l'est. Et sur la baie qui donne au sud, on peut distinguer également l'archange Saint-Michel en peseur d'âme. Alors, il faut regarder attentivement, mais on voit les ailes de l'ange, on voit nettement le fléau de sa balance. Sur un des plateaux, une âme représentée par une silhouette, et sur l'autre plateau, le diable qui s'accroche et qui essaye de faire pencher la balance de l'autre côté. Voilà. Enfin, des personnages sont peints et qui sont très nets encore, très bien conservés, notamment ce qu'on pourrait prendre pour un chevalier, cet homme qui tient dans sa main une couronne. Est-ce que ce sont des saints ? Est-ce que ce sont des personnages célèbres ?
on n'en sait strictement rien, mais il faut remarquer que, conjugué avec des motifs décoratifs sur les arcatures, on a un ensemble tout à fait intéressant, surtout si on imagine ce que pouvaient être les couleurs au moment où cette fresque a été réalisée. Là, elles sont bien entendu très estompées, mais le dessin est quand même assez sûr et assez intéressant. Merci Bernard. Merci de nous avoir expliqué sur toute la chapelle, l'historique, c'était fabuleux. Merci à vous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures passionnantes et mystérieuses. Je n'oublie pas, je remercie chaleureusement la municipalité pour l'accès à la chapelle. Voilà, à bientôt.